Conceptrice, concepteur, bonjour. Aujourd'hui, au menu de ma vidéo, les ressorts. Comment modéliser un ressort flexible, dynamique, à pas variable, entièrement paramétrable, donc dans Creo paramétrique. Mais j'aborde ce sujet parce que j'ai vu énormément de choses sur YouTube concernant le même sujet, mais cette fois émanant de personnes nous démontrant leur savoir-faire en utilisant SolidWorks. Alors on trouve deux types de vidéos de ce format sur YouTube, soit des vidéos qui nous expliquent ou nous montrent comment réaliser des ressorts entre guillemets dynamiques. Voilà, comme ça, vous avez le ressort qui s'adapte à l'espace dans lequel il est inséré. Alors, ça, vous avez une animation qui a été créée, ça se passe pas comme ça réellement dans SolidWorks. On vous explique comment on modélise ce genre de ressort et ensuite comment il va être possible de l'adapter à son espace voilà, disponible. On va regarder ça. Alors, comme je vous le dis, il y a différents types de vidéos sur ce sujet, mais qui utilisent toute la même fonctionnalité pour créer ce type de ressort dans SolidWorks. Voilà, donc il y a une manière de faire pour faire ce genre de ressort dans SolidWorks, et la deuxième manière de faire, ça concerne cette fois les ressorts à pas variables, avec des zones de spire morte au départ du ressort, des zones de transition, puis ensuite de nouveau la zone active, et enfin de nouveau les spires mortes. Il faut savoir que ce sont deux fonctions totalement différentes. Vous pouvez pas faire l'un ou l'autre avec la même fonction. C'est l'un, voilà, c'est l'un ou l'autre, c'est pas l'un et l'autre. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans les vidéos qui nous expliquent comment faire ces ressorts à pas variables, avec zone morte, zone active, à aucun moment dans aucune de ces vidéos, j'ai vu quelqu'un me montrer, une fois qu'il avait fini son travail de modélisation, comment il réussissait à modifier notamment la longueur de ce ressort, la modifier de façon simple, rapide, et en aucun cas je n'ai vu ces gens-là réaliser ensuite, une fois qu'ils avaient fait ce type de ressort, une animation flexible, comme on le voit donc dans ces vidéos ici. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Dans SolidWorks, vous avez deux manières de faire, et les deux ne sont pas compatibles l'un avec l'autre. Et ensuite, concernant justement cette façon de faire, je vais également vous montrer que elle est fantaisiste. C'est vraiment de la trappe-nigo, c'est pour faire joli, mais elle n'a aucune réalité industrielle. J'ai réalisé la même fonction, moi, dans SolidWorks. Donc, pour faire ce genre de fonction, on utilise la notion donc de balayage que l'on trouve ici, alors que dans l'autre méthode, pour faire les balayages, les ressorts avec des pas variables, la fonction doit être cherchée ici en utilisant les hélices et spirales pour réaliser ces fameux pas variables. Donc, mais dans un premier temps, on se focalise sur cet exemple. Ce que j'ai fait, c'est que sur la trajectoire, donc cette fonction, on trace une trajectoire, on trace une section et ensuite la trajectoire s'enroule. On vient déterminer dans la fonction qu'on suit la trajectoire effectivement, on spécifie une torsion et on spécifie le nombre de spires que l'on souhaite gérer. Voilà. Et ensuite, c'est la longueur effectivement de cette trajectoire qui détermine la longueur du ressort. Moi, j'ai volontairement, je n'ai pas mis de cote sur cette trajectoire. Ça me permet comme ça de modifier entre guillemets en dynamique mon ressort. Vous verrez tout à l'heure dans la vidéo de Creo que la prévisualisation lorsqu'on fait une modification dynamique, elle est quand même d'un autre niveau que cette espèce de croquis
tout moche là sur SolidWorks. Bon, ça ok, bon, on dirait ça marche. Sauf que dans cette fonction de balayage, on ne peut pas combiner à la fois donc des pas constants et des pas variables pour obtenir des spires mortes à la fin. Ça donne quoi? Eh bien, vous allez voir que donc suivant les youtubeurs, suivant les tutos, certains utilisent des plans pour couper, pour enlever la matière en haut et en bas. C'est ce que je fais ici parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. D'autres font des découpes, ce qui est moins pratique parce qu'il faut dimensionner ces découpes. Donc les plans, ça marche. Le reproche que je pourrais faire, c'est effectivement lorsqu'on fait ça, lorsqu'on crée ce plan, on n'a aucune prévisualisation de ce qui va advenir. On ne sait pas quel est le côté. Alors s'il y a cette petite flèche qui apparaît là, mais déjà il faut la voir. Et ensuite, on ne peut pas directement cliquer sur la flèche. Si, alors on peut cliquer sur la flèche, mais on ne voit pas ce qui va se passer sur la fonction au moment où on crée. Donc c'est un peu dommage. Voilà, donc en tout cas, on a notre découpe et on a celle du bas. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que donc effectivement, pour positionner le ressort dans son espace, on est obligé enfin, il faut avoir ces meulages si on veut éviter une interférence avec les autres pièces du mécanisme. Mais ce meulage, si je modifie, alors je vais cacher ce plan-là, on n'en a pas besoin. Voilà. Si je modifie la dimension de mon ressort, eh ben la dimension, la taille du meulage change. Donc, c'est uniquement graphique cette façon de faire. C'est vraiment pour symboliser dans un mécanisme qu'à cet endroit-là on aura un ressort, mais cette pièce-là, ce ressort, n'a aucune réalité physique. Je peux pas m'amuser à fabriquer ce genre de pièce parce que de toute manière, le meulage change en fonction de la dimension du ressort. Donc ça, c'est une méthode qui est voilà, qui est utilisée par des gens qui se font plaisir en CAO 3D, mais qui n'aura aucune réalité physique dans la vraie vie. On va donc regarder l'autre manière de faire sur les ressorts, cette fois pas variables. Ça, je vous montre pas sur mon SolidWorks, mais je peux vous montrer, vous irez voir vous-même les vidéos, je les mettrai dans la description de la mienne. La façon de faire dans SolidWorks pour faire ces ressorts à pas variables, que dire je vais pas dire qu'elle est compliquée, parce que vous allez voir que dans mon paramétrage, on va passer un certain temps à écrire des équations, des relations qui peuvent être considérées comme étant d'un relativement haut niveau, encore que c'est pas forcément vrai, mais là, pour faire ces ressorts à pas variables, ce qui me chagrine moi dans SolidWorks, c'est qu'on gère donc des pas, ça certes, mais surtout on gère des nombres des révolutions et pas les hauteurs. Et même quand on gère les hauteurs, on gère jamais la hauteur totale du ressort, la longueur totale du ressort, on gère systématiquement les hauteurs intermédiaires. Or, lorsqu'on fait de la conception, moi je parle toujours de cotation fonctionnelle, et la cotation fonctionnelle d'un ressort, ben, vous m'excuserez, mais c'est sa hauteur totale. Et vous pourrez regarder dans ces vidéos, vous ne voyez pas la hauteur totale, enfin, on voit la hauteur totale à la fin, mais c'est pas le paramètre qui sert de base à la conception du ressort. On progresse zone par zone, alors que vous allez voir dans Creo que dans Creo, lorsqu'on crée ce type de pièce, on part vraiment de la cote fonctionnelle qui est la hauteur totale, et ensuite on en déduit les autres zones. Voilà, c'est là-dessus je voulais attirer votre attention. Voilà, et ensuite le côté après qui risque d'être un peu compliqué, et c'est pour ça que dans aucun tuto je ne l'ai vu faire, c'est une fois que le ressort est créé, une fois que c'est modélisé, je n'en ai vu aucun qui venait me montrer une modification de ce ressort. Bon, ils font les meulages, hein, ils font les découpes en bout, mais ça s'arrête là.
Voilà, longue introduction, mais maintenant je vais charger cette fois, je vous montre ce que j'ai réalisé moi dans Créo Paramétrique. Créo Paramétrique version 12.4, donc c'est la version actuelle en 2026, à l'heure à laquelle je fais la vidéo. Néanmoins, je me suis amusé à faire ce même ressort en version 14 de Pro Engineer qui datait d'il y a 30 ans, ça marche aussi. Sauf ce qu'on va pas trouver dans la version de ProEng, c'est ici, hop, je prends mon ressort et vous voyez, je le manipule directement comme ça à l'écran, je fais changer sa hauteur et on a cette fois à la fois le côté dynamique avec une prévisualisation propre, correcte, complète du ressort, pas comme dans SolidWorks où on a un infâme gribouillis jaune pendant qu'on le fait varier. Ouais. Avec donc ces différentes zones du ressort, zones que je peux très facilement modifier en allant chercher les paramètres de ma fonction. Et j'ai ici dans ma fonction donc les spires de transition, les spires mortes et les spires actives, ainsi que le nombre de spires total. Ici j'ai mis 10 spires dans mon ressort, et c'est bien ce paramètre-là que je vais gérer. Donc le nombre de spires mortes et les nombres de spires de transition. Par exemple ici, si je passe par exemple à 5 spires, non, faut quand même pas rigoler parce que j'ai une et demie en transition, les spires mortes 3. On va augmenter au contraire le nombre de spires, on va mettre 12 spires. Voilà. Et quand je régénère, hop, mon ressort est à jour. J'ai 12 spires, alors 12 spires en tout. Si vous comptez les spires qui sont là, j'en ai 12. Et puis en fait, les spires de transition, c'est les spires mortes moins la zone de transition. Et vous avez comme ça votre sort. Bien évidemment, vous pouvez modifier facilement n'importe quelle valeur du ressort. Typiquement, on a, si je prends son profil, on a sa longueur, bien évidemment. Là, je peux donner une valeur au clavier pour la longueur de mon ressort, mais je peux modifier son diamètre, son diamètre principal. Il va lui aussi se mettre à jour automatiquement. Et puis, je peux modifier la, le, le diamètre du fil. Et hop, automatiquement, pareil, de nouveau, nous avons la mise à jour de notre ressort. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec ce modèle qui est entièrement paramétré, je peux en faire une table de famille. Et je pourrais comme ça, ou un modèle de démarrage, pourquoi pas, et je pourrais comme ça utiliser le même modèle dans tous mes assemblages. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on réalise cela dans Créo Paramétrique, et vous allez voir que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait dans SolidWorks. En tout cas, c'est beaucoup plus proche d'une réalité industrielle. Et hop, modifier la longueur. Moi, je trouve ça pas mal du tout, n'est-ce pas? Le fait que ce soit en dynamique. Allez, on commence une nouvelle pièce que je vais appeler ressort 02. On a notre référentiel par défaut avec nos différents plans. Alors, ouais, là pour le coup, comme c'est là mon fond de couleur, alors j'ai décidé d'utiliser un fond de couleur SolidWorks-like, histoire sous forme de petit clin d'œil, mais les plans sont peu visibles. Bon, c'est pas dramatique. On va travailler, alors on va aller chercher la fonction de balayage hélicoïdal. Très bien, on va définir, alors c'est là où on va retrouver une approche qui ressemble à celle de SolidWorks pour faire la première partie que je vous ai montré dans ma vidéo, c'est-à-dire le ressort flexible, hein, comme ils nous le montrent dans leurs différents tutoriaux. C'est-à-dire que je vais tracer l'axe principal de mon ressort, qui me servira plus tard, si je le souhaite, à assembler le ressort dans mes assemblages, et sous forme d'une esquisse, hop, on va définir le profil du ressort, qui donc va me piloter sa longueur et son diamètre moyen. Ok, tout ça pour l'instant, je peux l'ajuster directement à la souris. On verra tout à l'heure comment
comment l'adapter avec mes fameux paramètres. Mais ce qui va être important dans cette partie d'esquisse, c'est de venir placer des points. Alors avant même, une ligne centre que je vais mettre au milieu de mon esquisse, voilà, une ligne centre horizontale, qui va me permettre de gérer la symétrie du ressort dans les différentes zones de spire. Et donc, pour définir ces zones, je place des points d'esquisse sur ma trajectoire. Alors, j'ai cette partie-là qui va être la zone de spire morte. La partie-là, ça va être la zone de spire de transition. Et je retrouve la même chose sur la partie haute du ressort. Et entre les deux, ben, c'est la partie active, proprement dite, du ressort. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des contraintes de symétrie entre ces points, voilà, et de ce point-là à ce point-là, symétrique également. J'ai besoin, au niveau des dimensions que je vais avoir besoin de piloter, on va piloter donc la zone active. Voilà, pour l'instant, les valeurs, je m'en fiche. Hein, et on va piloter la zone morte qui se trouve ici en bas. Je vais juste voilà, transformer ces dimensions qui sont des dimensions, des codes faibles. Hein, quand on crée une esquisse dans Créo au départ, moi, je veux juste les rendre fortes pour être sûr qu'elles ne disparaissent pas. Et celle-ci, je vais vérifier qu'elle est bien déverrouillée, voilà, comme ça, de manière à pouvoir ensuite venir modifier la longueur de mon esquisse. On va voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas le plus important. Voilà. Donc là, j'ai les valeurs de code, je m'en fiche, et j'ai différentes zones. Ça, c'est fait. Ensuite, de la même manière que sur SolidWorks, je vais lui dire que le fil est normal à la trajectoire, c'est plus cohérent par rapport à la façon de fabriquer un ressort. Et je vais tout simplement venir sur esquisser donc la géométrie de mon fil par un simple cercle. Là-dessus, pas de problème. Là, c'est pareil, la valeur, allez, on va mettre 15 mm de diamètre. Et là, j'ai déjà une première vision du ressort avec un pas qui m'a proposé un pas de 31,85. Donc là, ici, si on modifie le pas, ben forcément, ça modifie. Pour l'instant, le pas et les longueurs contrôlent le nombre de spires. C'est comme ça que ça marche. Ici, 25, hop, c'est comme ça que ça marche. Mais après, le pas, on va pouvoir le contrôler ici, dans le menu pas, pitch en anglais. Donc on a un premier pas à 25 en bas, et on va pouvoir ajouter des pas. Alors par défaut, dès que je vais cliquer sur ajouter un pas, lui il va me proposer de contrôler le pas à l'arrivée. Là, je peux mettre des valeurs, je peux mettre aussi 25 à cet endroit, je m'en fiche, hein, ces valeurs-là pour le moment dans l'exercice, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ensuite d'aller rajouter des pas par référence. Et on va accrocher les pas sur les points que l'on a ajoutés dans notre géométrie. Et à chaque fois, je vais pouvoir déterminer un pas sur chacun de ces points. Alors, je ne m'intéresse pas directement à ces valeurs, mais je vous ferai remarquer que dans Créo, et c'est ça qui est intéressant par rapport à SolidWorks, c'est que je contrôle mon ressort ou mon balayage hélicoïdal d'une manière générale, parce que c'est la même fonction que l'on utilise lorsqu'on veut faire par exemple un filetage ou un taraudage ou une vis sans fin, j'en passe. C'est exactement la même fonction que l'on va utiliser dans ces cas-là. Donc voilà, je modifie mes différents pas. J'ai donc défini un pas d'entrée, un pas de sortie. Ensuite, donc ces différents pas, hein, je vais pouvoir les modifier individuellement. Par exemple, à cet endroit-là, vous voyez, il apparaît ici en bleu. Je peux mettre la 25 mm, mais pour le moment, c'est pas le principal. On prépare notre travail, on verra après pour la partie paramétrage. Voilà. Donc en tout cas, j'ai terminé mon ressort, je valide et j'ai maintenant la possibilité. Alors justement, je vais vérifier
que ça fonctionne. Ici, si j'édite, cette cote-là, je vais la déverrouiller, voilà. Ce qui fait que maintenant, si je sélectionne ça, vous voyez, je peux changer la hauteur et je peux même changer le diamètre, hein. Les deux cotes sont déverrouillées, mais vous voyez que quand je change la hauteur, ben, ce qui se passe, c'est que c'est le nombre de spires qui évolue, et ce n'est pas c'est pas le comportement pour le moment et ne correspond pas à ce que j'attends. Mais c'est normal à cette étape-là du travail. Alors on va aussi faire une petite chose, c'est que avant d'aller plus loin, on va venir modifier le nom des cotes. Par exemple, là, ma cote de 321, c'est la cote de longueur du ressort. Ben, pour l'instant, elle s'appelle D2. Donc moi, je vais l'appeler longueur. Ça aussi, c'est un point intéressant. Alors, c'est pas une obligation, mais ça va nous permettre de travailler, de mieux identifier les différents paramètres que l'on souhaite piloter. Donc ça va être la longueur du ressort. Celle-ci, je vais l'appeler, je vais l'appeler zone active. Voilà. Celle-ci, je vais l'appeler zone morte. Et celle-ci, je vais l'appeler diamètre. Alors, je l'appelle diamètre, on l'appelle aussi souvent diamètre moyen, mais bon, voilà, je l'appelle diamètre. Et puis, le diamètre du fil, eh ben, je l'appelle diamètre fil. Voilà, ça c'est juste un travail de préparation, histoire d'avoir déjà des noms qui soient un peu explicites pour notre sort. Et maintenant, on va passer vraiment à l'étape de paramétrage. Alors, ce tuto s'adresse plutôt à des gens qui sont à l'aise avec ce genre de fonction, mais si vous suivez mes indications pas à pas, vous devriez pouvoir vous en sortir. On va aller dans les outils, on va aller chercher les relations, donc c'est l'équivalent des équations dans SolidWorks. Mais dans Creo, on va déjà découvrir que par rapport à SolidWorks, les relations, on peut en mettre à différents niveaux, la hiérarchie de la structure de notre pièce. Donc par défaut, on met des relations sur la pièce, mais moi je vais mettre des relations sur la fonction, ce qui va me permettre de conserver l'aspect dynamique de modification de mon ressort. Donc je vais choisir fonction, je vais sélectionner mon ressort et on va prendre ici toutes les fonctions. Voilà. Donc vous voyez apparaître les différentes cotes avec leur nom, celles que j'ai déjà modifiées, donc ça vous voyez c'est beaucoup plus parlant, et puis les pas intermédiaires, pour l'instant je leur ai laissé leur nom défini par défaut au moment de la définition de ma pièce, de la définition du ressort. Ok, dans mes relations, on va commencer par définir par exemple un paramètre. Euh, Par exemple, je vais commencer par définir, parce que c'est logique, je vais définir l'ombre de spire. Donc, je veux par exemple obtenir un ressort où j'aurai 16 spires au total, y compris les spires mortes et les spires de transmission. J'aurai 16 spires en tout. Ensuite, on va définir justement le nombre de spires mortes que l'on souhaite positionner au début et à la fin. Alors là, je vais mettre par exemple 4 spires mortes, c'est en tout. Ça veut dire que c'est à la fois, j'aurai 2 spires mortes au début et à la fin du ressort. On va faire la même chose avec les spires de transition. Et là, je vais en mettre, alors je vais en mettre 3 parce que ça me permettra de mieux voir si les relations que je vais écrire sont correctes. Les noms que je donne, spire, spire mort, spire transition, c'est arbitraire, c'est moi qui décide. Hein, Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais créer là un paramètre transition qui va être égal au nombre de spires de transition divisé par 2. Je vais en avoir besoin dans la suite des opérations. Donc, vous voyez, j'écris comme ça facilement les valeurs. On pourrait dire que c'est du texte libre, mais quand je vais valider, là, je vais vérifier que ces équations, ces relations sont bonnes. Vous voyez qu'automatiquement, dans les paramètres locaux de ma fonction, il vient de me renseigner ces paramètres. Donc ça, c'est bien.
Ensuite, qu'est-ce que l'on va définir également? On va définir une première chose, c'est justement le nombre de spires actives, parce que j'ai la totale des spires, j'ai les spires mortes au début, j'ai les spires de transition entre justement la zone active et puis les spires mortes. Et donc maintenant, je vais définir les spires actives, donc par déduction, hein, qui sont égales aux spires complètes moins, ouvrir la parenthèse pour euh, avoir des relations qui sont plus claires à lire. Voilà. Donc, mais les spires actives, c'est les spires complètes moins les spires mortes et les spires de transition. On regarde, voilà, j'ai mes spires actives, donc j'aurai 9 spires actives à l'intérieur de mon ressort. Ensuite, on va s'intéresser aux pas, aux différents pas du ressort. Alors, un pas qui est simple à définir, c'est le pas au début du ressort enfin, sur la partie de la zone morte, les spires qui ne bougent pas, n'est-ce pas? Eh ben, je vais créer un paramètre que je vais appeler pas ZM, par exemple, et celui-là, il va simplement être égal au diamètre du fil. Pourquoi? Parce que je veux que les spires du début du ressort soient jointives, les spires mortes soient jointives. On a donc une cote qui s'appelle diamètre fil, je la réutilise ici, et le pas au début va être égal à ce diamètre de fil. Donc là, on retrouve de nouveau un nouveau paramètre, qui est le résultat de notre calcul. Et ce que je peux faire à cette étape-là de mes relations, je peux aller cliquer directement dans le modèle, cliquer par exemple la cote D4 et lui dire maintenant qu'elle est égale au paramètre pas ZM. Je vais faire la chose suivante, CTRL-C, hop, et puis je colle 4 fois cette relation, et directement dans mes relations, je peux venir modifier les noms des cotes tels que je les vois sur le modèle ici. Donc on a là-haut, ça va être la cote des 15, et la dernière, c'est la cote des 8, ok? Et puis on a la cote des 11 et des 13 qui sont les pas qui encadrent la zone active. Donc ça, on va s'en occuper maintenant. On peut toujours valider, et éventuellement, on peut toujours regarder déjà maintenant à quoi ça ressemble sur notre modèle. Vous voyez que déjà au début et à la fin de notre sort, les zones, les spires de zone morte se sont mises à jour avec le pas qui va bien. Bien, on retourne donc dans nos relations de fonction, et maintenant, cool, on va s'occuper au cœur du problème. C'est pas un problème, c'est un problème mathématique, voilà. C'est de définir la zone active. Alors déjà, on va définir une chose, c'est que la zone morte que l'on trouve ici, elle va être égale au nombre de spires mortes, j'écris ici, divisé par 2, parce que, je vous l'ai dit, hein, les spires mortes telles qu'on les a définies ici au nombre de 4, elles représentent la somme de celle du bas et celle du haut. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette dimension-là, la zone morte. Donc ça, c'est la demi. Je prends la moitié des spires mortes et je multiplie par le diamètre du fil. Vous voyez, il suffit que je clique dans le modèle et il est fait apparaître dans les relations. Donc la zone morte, ça sera égal à, dans notre cas ici, deux spires multipliées par le diamètre du fil. Ça c'est fait. Et maintenant, ce que je vais définir, c'est un paramètre intermédiaire que j'appelle hauteur active, parce que pourquoi pas. Et on va déterminer une zone un peu particulière qui commence au milieu de la partie de transition, qui va nous permettre de déterminer ce fameux pas ici au départ de la zone active. Donc en fait, il faut tenir compte de la moitié des spires de transition. Alors, cette formule de hauteur active, je vais vous l'écrire ici, dans mes relations. Donc on prend la longueur,
et on va lui soustraire les valeurs suivantes. On va prendre le nombre de spires mortes complètes cette fois, donc les 4 spires mortes. On va lui ajouter non pas la totalité des spires de transition, mais uniquement la moitié. C'est pour ça que j'avais créé ce paramètre intermédiaire ici. Voilà, on prend ce nombre de spires et ces spires, ben on les multiplie aussi par le diamètre du fil. Hop, on va aller au l'endroit. Voilà. Alors, il faudra que vous preniez le temps de regarder ces relations à tête reposée, parce qu'elles sont pas forcément évidentes à comprendre. Je valide au fur et à mesure pour m'assurer de ne pas avoir oublié, ça arrive, une parenthèse ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez que pour l'instant ma zone active elle vaut 239 et des brouettes. Donc ça c'est juste une valeur intermédiaire parce que maintenant cette zone active va nous permettre de déterminer le pas de que je vais utiliser dans cette zone. Donc je vais l'appeler pas actif parce que pourquoi pas là aussi, je fais bien ce que je veux. Ces valeurs, ces noms sont totalement arbitraires, mais cette fois on va récupérer le pas en prenant cette zone hauteur active et on va le diviser eh bien par à la fois le nombre de spires actives qu'on avait défini à cet endroit-là, auquel on va ajouter la moitié des spires de transition que l'on a ici. Voilà. Hop. Ceci étant fait, on peut réutiliser, on peut maintenant, alors la hauteur active, c'est vraiment une valeur intermédiaire qui permet de déterminer vous voyez la zone de retirer de la longueur toute la partie de zone de transition. Hein. Et le pas actif est déterminé grâce à cela. Et maintenant, on va vraiment calculer la zone active en réutilisant ce fameux pas qui a été calculé juste avant et en le multipliant par le nombre de spires actives qui a été déterminé ici. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on prend la cote des 11 et on lui dit, toi, tu es égal au pas actif. Et on fait la même chose avec la cote, c'est la D13. Voilà, j'ai toutes mes relations. Et si je valide, eh bien, quand je régénère mon modèle, j'ai maintenant, alors déjà un indice qui nous montre qu'on a réussi, c'est que le départ et l'arrivée du ressort sont sont situés au même endroit. Et on peut déjà tester. Si je prends l'extrémité du ressort, eh ben, effectivement, ça fonctionne. J'ai bien mon ressort qui s'allonge, le nombre de spires ne change pas, et surtout la position des extrémités du ressort reste absolument au bon endroit. Alors, je peux également en même temps modifier le diamètre, hein, voilà, ça marche. Alors du coup, on va s'intéresser au meulage, n'est-ce pas, nécessaire pour faire ça. On peut déjà meuler en dessous. Alors je prends le plan, je vais aller chercher la fonction de solidifier. Et contrairement à SolidWorks, je vois clairement ce qui se passe lorsque j'utilise un plan pour faire ma découpe. Donc là, je m'aperçois qu'il veut m'enlever la mauvaise partie de mon modèle, donc je l'inverse directement à l'écran, là aussi, impossible à faire dans SolidWorks. Je peux bien voir ce qu'il est en train de se faire, je valide, ça c'est fait. Et maintenant, pour le coup de meule au-dessus, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la fonction solidifier. Je n'ai pas encore le plan qui va me servir à faire ma fonction de solidifier. Qu'à cela ne tienne, je le crée à la volée.
impossible à faire dans SolidWorks de créer un plan à la volée quand on est dans une fonction. Je sélectionne mon plan, je modifie sa position. Là aussi, ça se fait directement par des poignées à l'écran. La cote, eh ben ici, cette cote-là, je vais simplement taper longueur, longueur qui est le nom de la cote qui pilote la hauteur de mon ressort. Ce qui fait qu'il va me proposer ici de rajouter une relation tout seul dans mes fonctions pour positionner ce plan directement à au bon endroit. Donc je valide la création du plan. Pareil, on voit précisément ce qu'il est en train de faire. Je valide et maintenant j'ai mes coups de meule. Vous voyez que le coup de meule fait la moitié fait une demi-révolution tout simplement parce que comme j'ai un pas qui est égal au diamètre du fil, et ben on a bien le bon phénomène. Je peux enlever je peux cacher les plans. Et voilà. Ce qui fait que maintenant, quand je sélectionne mon modèle, eh bien voilà, c'est propre. Alors, le fait que le diamètre bouge en même temps, voilà, je vais juste voilà, le verrouiller. Voilà, je verrouille la cote, ce qui fait que maintenant, lorsque je modifie la cote de hauteur, la cote de hauteur, le diamètre ne bouge plus. Et vous voyez que ben, je peux sans problème, alors je peux comprimer le ressort de manière excessive. On pourrait mettre un petit test dans les relations pour éviter ce phénomène. Mais vous avez vu en tout cas que avec Creo paramétrique, eh bien, on réussit à combiner les deux propriétés qui sont intéressantes. C'est à la fois, on a un ressort qui est parfaitement paramétré avec des zones fixes, des zones de transition, un nombre de spires, etc. Mais en plus, on associe ce côté dynamique qui fait que si je veux placer mon ressort dans un assemblage, eh ben, il s'adaptera bien évidemment parfaitement à cet assemblage. Dernière chose, on peut revenir dans les relations de la fonction. Et dans ces relations, j'avais au départ de mon sujet, j'étais venu poser 3 paramètres qui sont des paramètres de pilotage du ressort. Eh bien, je n'ai plus besoin de les inscrire en dur dans les relations parce que donc je les mets en commentaire. Hein. Ici, quand je valide, je vais pouvoir récupérer dans mes relations, dans les paramètres, la possibilité de modifier leur valeur. Très bien. Et dans Creo, ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous avez à la fois des, des paramètres qui peuvent être gérés au niveau de la pièce complètement, et vous avez les paramètres qui peuvent être aussi gérés directement maintenant euh, depuis la fonction. Et donc je retrouve ces différents paramètres à cet endroit-là. Et si je veux par exemple gérer les spires directement ici, ben je le fais. Et voilà. Donc là, j'ai changé le nombre de spires complètes du ressort. Je peux modifier donc tous les paramètres qui sont importants. Donc les spires, le nombre de spires, les spires mortes, les spires actives. Par exemple, je passe à 20 spires, mais je mets 10 spires mortes. Pourquoi pas? Ce qui est rigolo parce que justement, on peut s'amuser à faire des choses assez sympathiques. Voilà, j'ai mon ressort qui réagit parfaitement comme je le souhaitais. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle est relativement longue, mais mon ambition en faisant ces vidéos qui sont à la fois des comparatifs par rapport à d'autres logiciels, donc type SolidWorks et Creo, et donc déjà vous montrer qu'effectivement il y a une différence notable entre ces outils.
Je suis convaincu que dans Créo, on a quelque chose de beaucoup plus robuste et de beaucoup plus adapté à la production de ces modèles, parce que là, effectivement, ce ressort-là, il correspond tout à fait au ressort que je vais trouver dans le commerce et que je vais pouvoir utiliser. Alors, ce qui n'est pas le cas. Euh, Vous l'avez vu dans ce que l'on modélise avec SolidWorks. Donc, il y a cette notion de comparaison pour vous montrer aussi que l'ergonomie des fonctions est pas la même et que dans Créo, on s'y retrouve beaucoup mieux que dans les autres outils. Et l'autre chose, c'est je me fais un point d'honneur pendant ces tutos à essayer de vous montrer vraiment ce qu'on appelle les bonnes pratiques pour utiliser ces outils. Donc je vais continuer à en faire. Je vous invite à mettre des commentaires. Je vous invite à aimer cette vidéo, à la liker, à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos de bonnes pratiques en CAO. À très bientôt.